Avant de commencer, je voulais juste vous poser une question. En fait, je me faisais une réflexion en écrivant cet épisode, je me demandais si la partie que je fais à la fin des traits d'horreur, où je donne mon avis, où je fais une petite analyse, je dis si je pense qu'elle est vraie ou fausse, est-ce que cette partie vous intéresse? Pour ceux qui ont écouté les formats précédents, est-ce que c'est une partie que vous écoutez et que vous souhaitez retrouver à l'avenir dans les prochains épisodes? Parce qu'en fait, je me rends compte qu'elle prend forcément un peu de temps dans la vidéo et que c'est pas forcément ce pourquoi vous venez à la base. Du coup, moi, ça me fait plaisir de le faire, donc je pense que, en tout cas, sur les prochains épisodes, je vais continuer à le faire. Mais voilà, par curiosité, je voulais savoir ce que vous en pensez. Pour me donner votre avis, je pense que le plus simple, ce serait que vous écriviez oui ou alors non en commentaire, et comme ça, je pourrais avoir une petite idée. Merci à ceux qui le feront, et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hail. L'histoire d'aujourd'hui, je suis très content de vous la raconter parce qu'elle a fait l'objet de plusieurs posts, contrairement à d'habitude. En fait, l'utilisatrice que j'appellerai Cassandre a fait un premier post il y a plusieurs mois et a récemment publié 2 updates sur des événements qu'elle a vécus et qui, vous allez le voir, pour le coup, sont plutôt alarmants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais souhaiter une nouvelle fois la bienvenue à tous ceux qui ont rejoint la chaîne depuis la dernière vidéo. Salut tout le monde, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir, et bien évidemment merci à tous d'écouter ces épisodes en général, et me faire des retours en commentaire, ça m'est extrêmement précieux et ça m'aide énormément, donc merci tout simplement. Donc là il s'agit du premier épisode, réellement plus long que les autres, vous allez le voir, et il me tient particulièrement à cœur en ce sens-là, et du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez honnêtement en commentaire. Et maintenant on va pouvoir commencer l'épisode. Cassandre commence son post en nous prévenant « Tout ce qu'elle raconte peut sembler bizarre, monté de toutes pièces, mais elle jure littéralement sur son téton droit, et pourquoi pas, que tout cela est bien réel. Elle a plusieurs témoins, mais en réalité, en fait, elle ne sait pas pourquoi quelqu'un agirait de la sorte. Pour l'instant, c'est flou, mais vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Elle nous rassure en nous disant « C'est sûr que c'est pas du paranormal, tout ce que je vis est rationnel, et de toute façon, peut-être que vous avez l'habitude sur la chaîne ou alors que vous découvrez, mais moi je ne crois pas au paranormal, donc je pense pas faire des vidéos sur des thèmes paranormaux puisque j'aurais du mal à en parler vu que je n'y crois pas. » Cassandre habite assez loin de la ville, dans une propriété privée, plus précisément dans une maison plutôt simple qui attire pas forcément l'attention. Un point qui a son importance, c'est extrêmement rare d'arriver par hasard jusqu'à sa maison. Parce que avant d'arriver à sa maison, on passe par l'entrée de la propriété privée, donc on sait qu'on arrive chez quelqu'un, c'est indiqué, donc c'est vraiment très difficile de se tromper. Autre point important, les voisins de Cassandre sont tous des membres plus âgés de sa famille. Petite parenthèse, je trouve ça hyper sympa, genre à part qu'ils sont un peu loin de la ville, être près de sa famille c'est toujours sympa, et en plus je suis un peu plus team, on vit un peu à l'extérieur de la ville, bien évidemment, sauf quand il arrive ce qu'il est arrivé à Cassandre. En tout cas, petite parenthèse fermée, comme je l'ai dit, les voisins de Cassandre sont plus âgés, et leurs enfants, c'est tous des adultes qui sont partis de la maison, donc les voisins ont des rythmes de vie plus tranquilles, en gros, ils se couchent extrêmement tôt. Donc pour résumer, la propriété, c'est très difficile de ne pas voir qu'on est dedans, et personne ne s'amuserait à pranker les autres, donc les voisins n'ont aucun lien avec les événements qui vont suivre. Il y a environ 1 an, après avoir passé la soirée ensemble, Cassandre et sa mère se mettent à regarder la télé jusqu'à assez tard dans la nuit. Aux alentours de 3h du matin, Cassandre se dit qu'il va quand même falloir aller dormir un jour, et elle éteint la télé, commence à se diriger vers sa chambre, mais au moment de sortir du salon, un bruit parvient à ses oreilles. Ce bruit, elle distingue au bout de quelques secondes que c'est une musique qui semble venir du fond de la cour extérieure. Bon, déjà c'est pas normal puisque tout le monde dans la propriété est bien évidemment couché à cette heure-là, y compris le père de Cassandre, et surtout, petit détail angoissant, il semble que ce soit de la musique de carnaval. Alors je suis pas forcément très effrayé par les clowns, mais je me dis que si je suis dans la situation de Cassandre à 3h du matin, je serais toujours plus rassuré d'entendre du Kendrick Lamar qu'une petite musique de carnaval un peu clown quoi. En tout cas, en se concentrant un peu plus, Cassandre réalise que la musique est plutôt forte et assez proche. Heureusement, elle n'est pas seule, il y a sa mère qui entend aussi la musique, et sa mère s'est immédiatement mise à la fenêtre pour écouter un peu plus et voir si elle aperçoit quelque chose. Le problème, c'est qu'il est 3h du matin et que les lumières de toutes les maisons sont éteintes, il fait nuit noire et tout ce qu'elle voit et qu'elle arrive à percevoir, c'est la profonde obscurité qui recouvre la cour. Encore une fois, on est à des kilomètres de la ville la plus proche, donc ça peut pas être dû à la pollution sonore, et puis surtout je suis pas certain
que la pollution sonore s'entende sous forme de musique pour manège. Et autre précision, on entend toujours lorsqu'une voiture rentre dans la propriété, et là, rien du tout. En gros, en temps normal, tout ce qu'on entend dans cet endroit, c'est un silence mortel, vraiment. Par conséquent, s'il n'y a aucune explication évidente pour expliquer cette musique, on peut se poser quelques questions quand même, c'est-à-dire d'où est-ce qu'elle venait, qui la jouait, et surtout pourquoi. Pour l'instant, tout cela n'a aucun sens, et souvent les choses qui n'ont aucun sens ne sont pas de très bon augure. Et c'est notamment ce que pense Cassandre, et la première idée qui lui vient à l'esprit l'angoisse énormément. Elle se dit qu'il y a probablement un inconnu qui s'amuse à mettre de la musique près de sa maison et qu'il a sûrement des mauvaises intentions. Malheureusement, Cassandre et sa mère ne sont pas en mesure de faire grand chose, et de toute manière, sortir chercher la source de la musique en pleine nuit noire, c'est une mauvaise idée, il pourrait leur arriver quelque chose de mauvais, et elle préfère partir se coucher, mais l'esprit forcément un peu agité. Quelques jours après, lors d'une conversation, le père et l'oncle de Cassandre mentionnent une histoire qui est arrivée il y a environ 20 ans, lorsque les parents de Cassandre sont arrivés dans cette maison. Ils viennent d'emménager, et en fait il fallait un peu retaper la maison, et un jour, un électricien est venu installer des lumières. Sauf qu'en plein milieu de son travail, l'électricien s'était arrêté pour prévenir le père de Cassandre et son oncle qu'il entendait du Pink Floyd dans la cour extérieure. Sauf qu'aucun des deux, ni l'oncle ni le père de Cassandre, n'entendait cette musique. Bon, pour le coup, ça c'est pas si étrange étant donné que le père de Cassandre a quelques problèmes d'audition et que son oncle est encore plus âgé. Du coup, en voyant que l'électricien était un peu chamboulé, les deux s'étaient un peu foutus de lui, s'étaient dit qu'il entendait des choses, il était un peu fou quoi. Sauf que l'électricien était réellement effrayé, bon, on verra plus tard qu'il n'était pas fou, et il était allé plusieurs fois ouvrir la porte d'entrée durant son travail pour essayer de trouver la source de la musique, mais sans succès. Donc même situation il y a environ 20 ans. Et en les écoutant raconter cette histoire, Cassandre elle a un espèce d'éclair de lucidité qui lui traverse l'esprit, et elle fait un rapprochement. La musique qu'elle a entendue l'autre nuit, c'est Cirrus Minor de Pink Floyd. Plus précisément, la partie de la musique, vous pourrez l'écouter, qui ressemble à une musique de carnaval. Pour être sûr, elle fait écouter le morceau à sa mère qui est un peu choquée, qui lui dit ouais, c'est bien ce que j'ai entendu. Donc là, on a une précision sur la musique qui a été jouée dans la cour de Cassandre ce soir, très bien, mais au final, ça nous avance pas à grand chose. Je veux dire, j'adore Pink Floyd, c'est pas la question, mais j'irai pas en faire profiter une famille que je connais pas à 3h du matin, donc... Du coup, les questions restent les mêmes. Qui est-ce qui s'amuse à se rendre dans la cour de Cassandre à 3h du matin sans voiture pour y mettre de la musique, la même musique en tout cas qu'il y a 20 ans? D'où est-ce que cette personne, si elle est seule, vient? Parce que pour arriver sans voiture de chez Cassandre, il faut marcher quand même plusieurs kilomètres. Ça, c'est ce qu'elle se demande, et on peut déjà émettre l'hypothèse, ou en tout cas j'émets l'hypothèse, plus probable que la personne pose sa voiture loin de la propriété et finisse le trajet à pied pour ne pas être repérée. Et si c'est le cas, c'est extrêmement angoissant, c'est un signe que cette personne aurait des mauvaises intentions. À côté de cet événement assez étrange, un autre incident s'est produit plusieurs fois. Toujours aux alentours de 3h du matin, Cassandre entend parfois, mais alors plus régulièrement, toquer à la fenêtre de son salon. Certaines fois, ces frappements sont même extrêmement forts, apparemment tellement que ça se ressent dans les murs de la maison, ça les fait un peu trembler. Ok. Heureusement, c'est ainsi que s'achève le premier post. Tout ça a stoppé depuis quelques semaines au moment de l'écriture de ce premier post, et c'est pas précisé noir sur blanc, mais on comprend bien que Cassandre est pas naïve, qu'elle a totalement conscience que quelqu'un s'est introduit dans sa propriété. Après cela, on va plus avoir de nouvelles pendant 6 mois jusqu'à ce que Cassandre poste une mise à jour pour nous tenir au courant de comment les choses ont tourné. C'est apparemment ce que énormément d'utilisateurs lui ont demandé, on est d'accord. C'est pas étonnant vu que la situation est hyper préoccupante, sérieusement, et je pense qu'on aurait tous installé des caméras dans la cour après ça, mais là c'est pas le cas. En tout cas, après ce premier post, Cassandre était presque persuadée que la personne qui était responsable de la musique et des frappements contre sa vitre avait finalement arrêté ses actes de psychopathe, et qu'elle avait décidé de laisser la famille tranquille. Mais un matin, elle se lève en plein milieu de la nuit pour terminer ses devoirs. J'ai un ami qui fait ça aussi, et honnêtement, je considère, c'est pas méchant, que tous ceux qui font ça, vous êtes des oufs. Des bons oufs, attention. Mais je trouve ça hyper difficile de casser son sommeil, je pense qu'on est d'accord, et de se mettre à travailler en plein milieu de la nuit, surtout quand quelque chose nous interrompt. Vous vous en doutez puisque j'en parle, c'est exactement ce qui arrive à Cassandre. Elle entend un bruit dans le jardin à côté de sa chambre. Cassandre se met à faire ce que personnellement je fais aussi lorsque je suis seul chez moi et qu'il y a un bruit inhabituel, à savoir, je me fige, je retiens ma respiration pour pouvoir entendre le moindre bruit, et du coup, Cassandre est là,
Elle ne bouge plus, mais la seule chose qu'elle parvient à entendre, c'est un bruit mécanique, comme s'il provenait d'une machine. Problème, c'est un son que Cassandre ne connaît pas, qui lui est pas du tout familier, et là elle comprend qu'il se passe quelque chose d'anormal une nouvelle fois, mais cette fois-ci, elle n'a aucune idée de ce qui peut correspondre au bruit. À la limite, ça pourrait être peut-être l'air conditionné qui a un problème, mais elle se dit que c'est peu probable. Encore une fois, c'est frustrant, mais elle peut pas faire grand-chose, et elle est juste là à attendre avec la boule au ventre que le bruit cesse, puis elle se remet au travail et retourne se coucher. 2 nuits plus tard, Cassandre se réveille en plein milieu de la nuit, à peu près vers la même heure, au son d'un grincement assez fort. Mais c'est toujours le même problème, et on est en pleine nuit, c'est impossible de trouver la source du bruit, aussi fort soit-il. Là, Cassandre est légitimement en droit de se dire que la personne qui s'amusait à lui faire peur est de retour, et sérieusement, à sa place, je pourrais pas m'endormir le soir, vraiment. En tout cas, le lendemain matin, le père de Cassandre découvre que quelqu'un a totalement saboté l'appareil responsable de l'air conditionné. Je sais pas si vous voyez, je fais une petite parenthèse, mais je sais pas si vous voyez de quoi je parle, c'est l'appareil qui ressemble à un ventilateur qu'on trouve énormément à l'extérieur des maisons aux États-Unis. Sans rentrer dans les détails techniques, apparemment une pièce a été arrachée et ensuite balancée dans l'appareil alors que les pales, qui est un peu un système de ventilateur, étaient en train de tourner. Donc en gros, ça a complètement endommagé les pales et l'unité d'air conditionné. Là, c'est qu'une supposition, mais Cassandre pense que la première fois qu'elle a été réveillée, la personne avait retiré la pièce en question, et que la seconde fois, elle l'avait balancée dans l'unité d'air conditionné. En fait, elle est capable de se dire ça parce que le système d'air conditionné est adossé au mur de sa chambre. Donc sa conclusion peut sembler anodine, mais elle nous donne 2 informations. Tout d'abord, la personne était très proche de Cassandre ces nuits-là, et c'est vraiment effrayant, parce qu'on se dit que potentiellement elle a pu la voir ses faits et gestes, et ensuite, ses actions ont l'air d'avoir aucun sens. Pourquoi enlever une pièce pour la jeter 2 jours plus tard dans l'air conditionné? On comprend rien, et moi personnellement c'est ce qui me fait peur. On a l'impression que les actes de la personne sont comme dictés par la folie, sont complètement erratiques et n'ont aucun sens, vraiment. Là, la mère et le père de Cassandre essayent de rationaliser en se disant que c'est le système qui s'est cassé tout seul, et du coup ils appellent un réparateur qui bien évidemment leur dit ce qu'ils craignaient. En gros, c'est pas le genre de casse qui arrive naturellement, c'est forcément quelqu'un qui a fait ça. Évidemment, la famille fait remplacer l'air conditionné quelques jours plus tard après que tout a été réparé, nouvel événement alarmant. Ça commence à faire beaucoup, mais la mère de Cassandre était en train d'aller chez un rendez-vous chez le médecin apparemment, petite de précision, quand elle se met à crier et à appeler la famille dans le jardin. Là, ce que tout le monde découvre fait froid dans le dos. Bon, vous allez me dire c'est déjà le cas avec tout ce qui s'est passé, et je suis totalement d'accord, hein, clairement. Mais là, le compteur électrique de la maison est entrouvert, comme si quelqu'un l'avait forcé pendant la nuit. Il faut se dire quelque chose à ce stade de l'histoire, c'est que ça devient extrêmement difficile, avec tout ce que vit Cassandre, de ne pas devenir parano. Et ce qui lui vient à l'idée, c'est que quelqu'un a cherché à couper leur électricité ou désactiver le système d'alarme de la maison. Et en temps normal, j'aurais dit qu'elle va un peu vite en besogne, mais dans le contexte de tous les événements qu'elle a vécu auparavant, il y a 90% de chances, pour moi en tout cas, qu'elle ait raison. Surtout que Cassandre vit dans un endroit qui a déjà essuyé plusieurs ouragans comme les États-Unis en connaissent tristement souvent, et les vents n'ont jamais réussi à ouvrir son compteur électrique. Donc c'est forcément quelqu'un qui a fait ça. Les semaines passent sans autres incidents et j'ai envie de dire, heureusement, là je vais m'adresser à la personne qui fait tout ça, c'est bon, tu peux t'arrêter, je pense qu'ils ont eu assez peur, il faut laisser la famille de Cassandre tranquille maintenant, on arrête. Le problème c'est que, comme dans beaucoup de situations, les parents de Cassandre choisissent de ne pas accorder plus d'attention à ces incidents, parce qu'ils rationalisent énormément et parce que pour l'instant, il n'est rien arrivé à personne. Mais vraiment, faut pas attendre que quelqu'un vous regarde dormir dans votre chambre debout pour réagir, là c'est évident que toute la famille est en danger. Bon, tout de même, on est aux États-Unis et la famille de Cassandre achète une arme à feu, mais c'est tout ce qui est mis en place pour se protéger. À ce moment-là du récit, je pense qu'on espère tous que les événements effrayants vont s'arrêter, qu'on va pouvoir tous retourner dormir tranquillement. Pourtant, quelques mois plus tard, au début de l'été, le grand-père de Cassandre vient avertir de quelque chose d'étrange qui s'est passé lorsque la famille était en vacances. Alors qu'il était dans son jardin en plein milieu de l'après-midi, le grand-père de Cassandre a aperçu un 4x4 Jeep rouge rouler sur le chemin assez long qui relie la route à la propriété de la famille de Cassandre. Apparemment, le grand-père de Cassandre ne connaissait pas le conducteur, mais il a décidé d'aller à sa rencontre pour lui poser des questions parce qu'il est sur sa propriété, et donc inutile de dire qu'il n'a absolument rien à faire ici. Apparemment, le conducteur était à la recherche d'une femme qui vit dans une caravane, et il a donné un nom d'amis de Cassandre qui vivent à des heures de chez elle.
On ne connaît pas le nom de famille en question, donc ça peut être une coïncidence, surtout quand c'est des noms qui sont très communs aux États-Unis, mais on ne sait pas. Cependant, l'homme agissait de manière étrange, et le grand-père de Cassandre a clairement pas cru à ce qu'il lui a raconté, donc il lui a dit simplement de s'en aller immédiatement. Heureusement, l'homme est parti sans faire d'histoire. Après ça, un point positif, c'est que la famille de Cassandre qui vit autour d'eux a été avertie de tout ce qui s'est passé et tout le monde a pris des mesures en prévention. Par exemple en installant des verrous aux portes et en ne laissant pas les enfants dehors jusqu'à ce qu'on sache enfin ce qui se passe vraiment. Cassandre commence à moins se préoccuper de tous ces incidents parce qu'elle est occupée à préparer son départ, parce qu'elle a décidé de prendre son indépendance, de partir de la maison et d'emménager dans un autre état, sûrement pour les études ou le travail. Mais arrêter de penser à quelque chose de si préoccupant, c'est pas si facile, et ce qu'elle redoutait par-dessus tout le jour où elle a écrit ce second post, s'est produit. Vers 10h du soir, elle entend un bruit familièrement effrayant. Quelqu'un frappe sur la fenêtre de son salon. Mais à la différence de toutes les autres fois, là il y a du monde dans le salon. Il y a tout le monde, Cassandre, sa mère et son père qui regardent tous la télé. Et c'est la première fois que son père, qui semblait pas aussi inquiet que Cassandre, entend le bruit qui l'a angoissé à plusieurs reprises. Les parents de Cassandre se lèvent directement et se rendent au pied de la fenêtre, mais ils ne voient personne. À 3h du matin, Cassandre regarde la télévision comme souvent, quand un énorme bruit la fait instantanément paniquer, exactement le bruit de quelqu'un qui frappe derrière sa fenêtre. Mais là, c'est pas un toquement, c'est vraiment un coup. Bon là, je suis désolé, je l'ai pas dit parce que je voulais pas forcément interrompre le récit, mais on appelle la police avec 7 téléphones en même temps, là, sérieux. Mais vraiment, c'est évident qu'ils sont en danger, c'est évident. Cassandre ferme les rideaux en se disant comment elle ne peut plus être vue, et c'est un bon réflexe, mais 1 heure après ça, elle commence à entendre des bruits encore plus forts qui viennent du seuil de la porte-fenêtre de la cuisine, comme si quelqu'un était entré. Pourtant les bruits étaient très brefs, à la manière de quelqu'un immobile sur le seuil. Cassandre, elle est pétrifiée de peur, et quelques minutes plus tard, 3 nouveaux coups sur une autre fenêtre du salon retentissent. Je sais pas comment tu fais pour continuer à respirer quand c'est comme ça. Là, c'est même plus étrange, c'est juste du danger non dilué, vraiment. Tous ces événements ensemble indiquent que la personne est autour de la maison depuis plusieurs heures, et donc dans la terreur, Cassandre se pose plein de questions. Tout d'abord, est-ce que l'individu attend une opportunité pour entrer dans la maison? Est-ce qu'en réfléchissant bien, l'opportunité s'est pas déjà présentée dans le passé et pourquoi la personne ne l'a jamais saisie? Est-ce que la famille de Cassandre a affaire à un stalker depuis tout ce temps? Ou alors, est-ce qu'ils ont affaire à des personnes qui se droguent et qui viennent ensuite dans leur propriété leur faire peur pour s'amuser? Autre point, pourquoi la seule famille victime de ces attaques dans la propriété, c'est celle de Cassandre? Et même si aujourd'hui, il n'est rien arrivé physiquement à la famille de Cassandre, qu'est-ce qui empêcherait là où les personnes d'aller plus loin? Même si Cassandre est extrêmement courageuse, c'est bien trop pour elle, et elle va réveiller sa mère et les deux restent éveillés dans le salon jusqu'à ce que le soleil se lève. Honnêtement, le fait d'attendre dans la peur comme ça que le jour se pointe alors qu'il y a peut-être quelqu'un autour de toi, de ta maison, j'imagine même pas à quel point ça doit être horrible. Et le matin, elle trouve enfin le courage de sortir. Et là, elle nous dresse une liste de choses qui indiquent que l'intrus visite ta propriété plus souvent qu'il n'y paraît. Alors que personne ne fume, la famille retrouve souvent une forte odeur de cigarette près des portes et des fenêtres, comme si quelqu'un cendrait ou écrasait son mégot à ces endroits. Parfois, les chiens de la tante de Cassandre se mettent à aboyer en plein milieu de la nuit, et d'autres fois, les lumières des détecteurs de mouvement du jardin du grand-père de Cassandre se déclenchent. En gros, tout ce temps, il y a eu plein d'incidents qui sont survenus, mais aujourd'hui Cassandre, elle sait que tout cela c'est l'œuvre d'une personne qui la harcèle, elle et sa famille. Cassandre termine son post en nous disant qu'avec sa mère, elles vont chercher des mégots de cigarettes autour de la maison et essayer de convaincre son père qu'il se passe réellement quelque chose de grave. Mais selon elle, on a atteint un point qui nécessite d'appeler la police, et il devient vraiment difficile de se protéger et de rester en sécurité dans ces conditions. Merci, on est d'accord, il faut appeler la police. C'est ainsi que se finit ce deuxième post, et là il y a une certitude depuis le début du récit, c'est que quelqu'un veut du mal à la famille de Cassandre et qu'ils sont réellement en danger. Ce qu'il semble se passer, c'est que les événements étranges qui sont arrivés pendant longtemps, comme entendre frapper à la fenêtre, ont été tellement récurrents que Cassandre a réussi à passer au-dessus. Elle a certainement minimisé les intentions du potentiel stalker en se disant que tout ça finirait bien par s'arrêter, et ça permet de faire une petite morale qui vient conclure cette deuxième partie. Si jamais il vous arrive des événements dans le genre, vous êtes dans votre plus grand droit d'appeler la police. Le but, c'est pas d'attendre et de voir jusqu'à quand on peut tenir, parce qu'à la longue, je pense que ça peut avoir des vrais impacts sur la santé mentale de quelqu'un. En ce qui concerne Cassandre, comme après le premier post, on n'aura pas plus de précisions sur toute cette histoire pendant encore 6 mois, c'est très long. Et j'ai envie de dire ça tombe bien, parce que nous sommes 6 mois après, précisément quelques jours, après le post intitulé «
Final Update, et je m'empresse de vous le raconter. Apparemment, après la deuxième publication de Cassandre, elle n'est plus la seule à être réellement effrayée par tous ces événements, et de très nombreux redditors lui conseillent de faire du forcing auprès de ses parents. Bon là c'est pas méchant, c'est juste de l'observation, mais vous commencez à comprendre le caractère totalement passif des parents de Cassandre, qui n'ont jamais, au final, installé de caméra de surveillance. A vrai dire, là c'est plutôt le père qui est réticent à cette idée parce qu'il ne veut pas admettre que quelque chose ne va pas. Donc il est dans un très gros déni, et il explique son refus par le coût des systèmes de surveillance. Ça pour le coup on n'est personne pour juger s'ils peuvent se le permettre ou non, et ça soulève juste le triste constat que bien souvent avoir moins de moyens signifie être plus exposé au danger. Autres explications, cette fois un peu moins convaincantes, apparemment les caméras de surveillance sont faciles à hacker et difficiles à installer. Au final la seule chose que va promettre le père de Cassandre c'est d'emprunter une caméra de surveillance à un ami, mais malheureusement il n'abordera jamais le sujet avec cet ami. Là Cassandre doit être assez lassée en plus de vivre avec la peur au ventre, mais heureusement depuis le dernier poste elle a enfin emménagé dans un autre état. Par conséquent, elle, les histoires de caméras de surveillance c'est plus son problème et elle est un peu plus tranquille. Je dis un peu parce que c'est extrêmement relatif, parce qu'on imagine bien que savoir qu'un type rôde autour de la maison de nos parents, c'est tout sauf rassurant. Et du coup Cassandre va proposer quelque chose de très généreux, elle dit à son père, écoute, je veux pas qu'il vous arrive malheur, tu sais quoi, je te les offre les caméras, je les achète et je me charge de les faire livrer. Et c'est seulement maintenant que le père de Cassandre se confesse et avoue qu'il a peur de découvrir quelque chose de terrible sur ses caméras. En fait, tout ce temps, le père ne prenait pas le problème par-dessus la jambe, pas du tout, en réalité il avait tout aussi peur que tout le monde, mais il préférait être dans le déni et attendre que le problème se règle tout seul. Et enfin, première bonne nouvelle de cet épisode, le problème se résout finalement tout seul. Peu après l'emménagement de Cassandre, son grand-père revient chez lui et trouve des voitures de police dans son avenue. Un officier s'approche alors de lui et lui demande s'il est le propriétaire d'une maison, en particulier de la propriété. La maison en question est occupée par la veuve d'un membre de la famille de Cassandre, et le policier cherche en fait à s'entretenir à propos des locataires de cette maison. Du coup, tout naturellement, le grand-père de Cassandre explique que la maison dont on parle fait en effet partie de la propriété, qui elle, est détenue collectivement par lui-même et ses filles. Donc en gros, il est effectivement l'un des propriétaires, et l'officier va littéralement tout lui expliquer. On est donc sur le point de mettre en lumière tous ces événements, il y en a beaucoup trop, donc j'espère que tout le monde ici réalise que c'est pas mal quand même, on va avoir une explication. Premier point qu'on peut noter, c'est que le policier a parlé des locataires de la maison. Je mets l'accent sur le « des locataires » parce que la veuve qui y vit est censée y vivre totalement seule, et vous allez comprendre pourquoi c'est un détail important. Apparemment, après la mort de son mari, la veuve qui est plutôt âgée et infirme, a fait emménager sa famille dans la maison. Rien de très grave en apparence, elle est seule, c'est logique qu'elle ait besoin de compagnie. Le souci, c'est que cette famille en question, Cassandre nous précise qu'elle est sans emploi, mais surtout très addicte à la drogue. Plus précisément, les personnes qui emménagent chez la veuve sont sa fille, donc la fille de la veuve, le mari de sa fille, donc le gendre de la veuve, le frère de ce gendre, et son neveu, le neveu de la veuve. Et cet emménagement, personne ne s'en est rendu compte pour plusieurs raisons. Ces gens n'ont pas de voiture, donc quand on regarde dans la cour de la maison, on se dit qu'il n'y a que la femme âgée dans la maison, et aussi apparemment, cette personne est très antipathique, son hygiène est un peu douteuse et du coup les voisins ne lui rendent presque jamais visite. Plus tard dans la journée, après que les policiers soient passés dans la propriété, la police reçoit un appel sur le 911, c'est-à-dire un numéro d'urgence aux États-Unis. L'appel vient de la veuve qui informe que son neveu est apparemment impliqué dans un gang et qu'il a de sérieuses tendances violentes. En plus de ça, des conflits ont éclaté dans la maison et ces conflits c'est pas juste qui a fini le paquet de chips, c'est beaucoup plus violent comme on peut l'imaginer. Et pour Cassandre, la raison elle est évidente, tu mets 4 addicts à la drogue ensemble, c'est obligé que ça se finisse mal. En tout cas, tout ce que Cassandre sait, c'est que le neveu est vraiment violent. La veuve a peur et les policiers se rendent sur place directement pour intervenir, et quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont un énorme motif pour arrêter le neveu en question. Tenez-vous bien, l'homme est actuellement recherché pour fabrication de méthamphétamine, une drogue extrêmement addictive, et pour agression. Et pourquoi est-ce qu'il vit chez la veuve ? Tout simplement parce qu'il se cache des autorités. Là, on commence à comprendre des choses, et évidemment, les policiers l'embarquent directement, et c'est rassurant, au moins il n'est rien arrivé de grave dans la maison de la veuve. Et le lien avec l'histoire, je pense que vous l'avez deviné, c'est qu'après cette arrestation, les frappements contre la fenêtre ont définitivement cessé. La personne qui s'est amusée à terrifier la famille de Cassandre pendant 1 an, c'était donc cet homme qui est aujourd'hui certainement en prison. L'hypothèse de Cassandre, c'est que les nuits où elle a vécu ces frappements contre les fenêtres ou la musique en plein milieu de la nuit et tous les autres phénomènes, l'homme devait être drogué, ce qui l'aurait poussé à agir de la sorte.
En tout cas, je suis extrêmement heureux que cette histoire se finisse bien parce que, honnêtement, j'ai bien cru que ce que j'allais lire dans ce dernier post, c'était que l'inconnu s'est finalement infiltré dans la maison de Cassandre et qu'il est venu toquer à sa porte de chambre pendant la nuit. Il y avait quand même beaucoup de choses qui nous faisaient dire que ça aurait pu aller plus loin, honnêtement. Pour conclure son récit, Cassandre nous dit qu'il n'y a qu'un seul point qu'elle n'arrive pas à expliquer, et c'est le moment où l'homme en Jeep s'est aventuré dans la propriété. Elle dit que peut-être cet homme cherchait le fabricant de méthamphétamine pour acheter, ou on sait pas, et qu'elle a aussi vécu un incident sur internet il y a quelques mois qui pourrait suggérer un stalker, mais que ça a probablement pas de lien. C'est la fin de cette histoire. C'était un gros morceau, j'avoue que je sais pas trop par où commencer. S'il m'était arrivé cette histoire, je pense que j'aurais fait un AVC dès les premiers frappements sur la fenêtre, vraiment, c'est obligé. Ce qui est impressionnant, c'est que tous ces événements, je trouve, ils montrent dès le début qu'il y a un danger. Après, d'accord, je veux bien que si une fois il y a quelqu'un dans ton jardin et que ça se reproduit jamais, tu te dises, allez, c'était flippant, mais j'oublie. Mais là, faudrait compter le nombre de fois où Cassandre a vécu un truc flippant en un an, parce qu'elle a vécu 4 traits d'horreur à elle toute seule, vraiment. J'ai dit dans le dernier épisode, mais l'inconnu, ce qu'on voit pas, c'est un vecteur hyper important de peur. Et il est ultra présent dans cette histoire, puisque dès la première minute, on sait pas qui est la personne qui harcèle la famille de Cassandre. Mais c'est pas le seul facteur qui fait que cette histoire est effrayante, là on a aussi le fait d'être observé à son insu, et des indices qui montrent qu'il y a un potentiel danger physique. Donc tout ça, ça fait que c'est vraiment angoissant, et on a le sentiment que Cassandre court un risque chaque nuit. Maintenant, je vais enfin changer d'ambiance après 25 minutes de vidéo pour donner mon avis sur toute cette histoire, faire un débrief. Bon, je vais peut-être paraître un peu lourd, mais pour moi cette histoire est purement et simplement une fiction. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà deviné, mais je vais essayer de démontrer pourquoi. Bien évidemment, tout ce que je vais dire maintenant, c'est que mon avis, c'est en aucun cas une vérité absolue, vous êtes totalement libre, et je vous invite d'ailleurs à vous faire votre propre avis sur cette histoire. Globalement, on est face à des posts qui sont bien mieux écrits, je veux dire dans le style d'écriture, que les posts habituels, avec bien plus de détails, et tout ça rappelle fortement une courte nouvelle, un peu un roman. Donc ça c'est un premier indice. Ensuite, on a l'intervalle entre les posts. Il est très long, mais surtout 2 fois de 6 mois. Ça peut être une coïncidence, mais personnellement je le vois plutôt comme une durée au bout de laquelle l'utilisateur ou l'utilisatrice a planifié de publier la suite de son histoire. Pour le coup, c'est quelque chose qui est fait en tout cas pour donner de la crédibilité à l'histoire, parce que le but c'est de se dire, mais personne ne dilue son histoire sur un an. Et en fait, bien sûr que si. Il y a plein de projets qui traitent ou non de l'horreur sous différents angles sur internet, qui s'étendent sur de nombreux mois, parfois sur 1 ou 2 ans, et je trouve ça d'ailleurs hyper cool. Mais du coup, c'est un autre indice que potentiellement en tout cas dans la forme, on est sur une histoire fictive. Ensuite, comme d'habitude, tous ces détails soulèvent des incohérences. Je vais pas énoncer chaque point qui me fait dire que cette histoire est une fiction, mais en voilà certains. D'abord, il y a le fait que 20 ans auparavant, il soit arrivé exactement la même chose, avec le même morceau joué dans la cour, et je trouve ça un peu gros. Surtout quand on connaît le dénouement en fait. On est en droit de se dire, effectivement, si il y a 20 ans il s'était passé la même chose, ça aurait sûrement pas été du fait d'un simple addict à la drogue violent, je pense. C'est plus le genre de choses qui caractérise un tueur en série ou un psychopathe pour moi. Ensuite, une autre incohérence que j'ai relevée survient lorsque Cassandre dit qu'après la visite de l'homme dans le Jeep rouge, les membres de sa famille qui sont ses voisins ont décidé d'escorter leurs enfants jusqu'à l'arrêt de bus. En gros, qu'ils ont pris des mesures pour protéger les enfants. Mais malheureusement, une des premières précisions du poste, c'est que tous les voisins de Cassandre, c'est précisé tous les voisins, sont des personnes âgées qui sont de sa famille et dont les enfants sont déjà partis de la maison. Donc tout simplement, en fait, il n'est pas censé y avoir des enfants à protéger. Il n'y a tout simplement pas d'enfants sur la propriété, donc c'est un énorme point d'incohérence. Pourquoi dire qu'il faut protéger les enfants s'il n'y en a pas? Un point très important qui me paraît poussé à l'extrême et donc pas cohérent, c'est la passivité de tout le monde en fait. Le nombre de fois où en lisant je me disais mais il faut appeler la police là, c'est sûr qu'il faut appeler la police, je les compte même pas. On se rappelle que la veuve âgée, elle a appelé la police et qu'ils sont venus directement, donc il n'y a pas de problème pour moi et c'est tout bonnement impossible que si quelqu'un frappe sur tes fenêtres plusieurs fois en pleine nuit, qu'à un moment tu le soupçonnes même qu'il ait réussi à rentrer, tu restes sur ton canapé à écouter, non, pour moi c'est pas possible. Vraiment, la plupart du temps, les gens qui vivent ce genre de phénomène appellent la police directement. Là, en 3 postes, jamais la police n'a été appelée par la famille. Et autre chose, les parents, en règle générale, ne prennent pas de mesures. Ça, c'est triste, mais ça peut exister pour le coup. Ça peut vraiment exister, sauf que là, Cassandre et la mère ont vraiment peur, donc c'est trop étrange de ni installer des caméras, ni appeler la police. Mais le passage ultime qui me fait dire qu'on a bien affaire à une fiction se trouve dans le premier poste, et je ne l'ai pas mentionné exprès parce que selon moi ça sort complètement de l'histoire tant c'est gros.
Du coup je vais vous le lire tel quel pour que vous compreniez mieux. À part la musique, la seule chose étrange que nous avons vécue et qui suggérerait un intrus est que nous sentons et entendons toquer contre la fenêtre du salon tard dans la nuit. Parfois de manière tellement intense que le mur entier de la maison est secoué et que le canapé contre le mur se retrouve en position allongée. Voilà, je pense que ça parle de soi-même, mais ça n'existe pas, un frappement contre une vitre qui fait basculer un canapé. De 1, parce que personne n'a assez de force pour faire tomber un meuble en toquant contre une fenêtre, et de 2, parce que même si c'était le cas, la personne, elle aurait pulvérisé la vitre purement et simplement. Donc pour moi, c'est logique que c'est un détail qui aurait pas dû être mentionné parce que ça sort totalement de l'histoire. Voilà, c'était un peu long, mais j'espère que ça vous éclaire sur pourquoi je suis certain qu'il s'agit là d'une fiction. En tout cas, j'ai vraiment adoré lire cette histoire, je me suis dit qu'il fallait que je vous la raconte parce que je l'ai trouvée extrêmement immersive. Et en plus de ça, je trouve qu'elle parle extrêmement bien du sujet du déni lorsqu'on est menacé, déni personnifié par le père, qui est très souvent absent et qui préfère faire l'autruche, comme on dit. Autre chose, si, comme je le pense, c'est une fiction, on peut suggérer que la personne qui la raconte a une très bonne relation avec sa mère, et une relation un peu plus compliquée, voire inexistante, avec son père, qui a très peu d'impact et qui est peu impliqué dans l'histoire. Bon là pour le coup, c'est une hypothèse à prendre avec de très grosses pincettes, je suranalyse peut-être un petit peu. Là pour le coup, je vais pas continuer à analyser l'histoire, je pense que la vidéo est déjà assez longue, mais je voulais un peu donner mon avis et parler d'un sujet que je trouve assez intéressant. Je me suis fait une petite réflexion que je vais partager avec vous. En fait, j'aime beaucoup ce genre de posts fictifs parce qu'en général, ils sont plus détaillés et du coup plus immersifs que les autres. Surtout que là, on a un utilisateur ou une utilisatrice qui a écrit cette histoire et qui a eu la patience de la découper sur 1 an pour y donner plus de crédibilité. Du coup, on se retrouve avec un format hyper entraînant, c'est comme une série, et on veut tout de suite voir la suite. Et pour ça, un énorme bravo à la personne qui l'a écrit. Et tant que ce genre d'histoires sont rares et que la majorité des subreddits qui sont destinés aux histoires vraies sont composés d'histoires vraies, pour moi, il n'y a aucun souci. C'est même génial en fait. En effet, on n'est pas censé retrouver du contenu fictif et du coup on met longtemps à réaliser qu'on nous emmène dans la fiction et c'est le but. Le but c'est insuffler la confusion dans l'esprit du lecteur pour qu'il ait l'impression que ce qu'il lit est incroyable. Le problème c'est qu'en postant ce genre d'histoire sur des subreddits ou des forums dont il est stipulé dans les règles que les fictions sont interdites, ça incite aussi des personnes qui ont sûrement d'excellentes idées, attention c'est pas la question, à faire la même chose. Et j'avoue que quand je vais sur Let's Not Meet par exemple, j'ai envie de trouver des histoires vraies. Et là, on arrive à une contradiction par rapport à ce que j'ai l'habitude de dire dans des autres vidéos. Effectivement, pour moi, qu'une histoire soit vraie ou fausse, dans le fond, je m'en fiche, parce que l'important, je pense que c'est les émotions qu'elle transmet et les leçons qu'on peut en tirer. D'ailleurs, je continue à le soutenir, hein, vraiment, mais selon moi, et évidemment ce n'est que mon avis encore une fois, c'est dommage d'entre guillemets polluer des subreddits comme Let's Not Meet avec des fictions, parce que ça décrédibilise les histoires vraies d'autres utilisateurs. Parfois les personnes vont juste poster pour participer au subreddit, mais parfois un redditor va poster pour se libérer d'une situation choquante qui lui est arrivée. Et lorsque c'est le cas, je pense que la dernière chose que tu cherches, c'est que quelqu'un vienne te hurler que ton histoire est fake. Parce qu'à force de voir des fictions, on en vient à se méfier de toutes les histoires. C'est pour ça que la plupart du temps, je précise que je ne peux pas dire si l'histoire est vraie ou fausse. Et même lorsque j'affirme qu'elle est fausse, il est possible que je me trompe. Donc je vous invite vraiment à vous faire votre propre avis si ça vous intéresse, parce qu'au final, chacun choisit de croire à ce qu'il veut ou non. Du coup, je pense qu'il faut pas inciter à publier des fictions là où on s'y attend pas, parce que je pense que ça peut faire perdre énormément d'intérêt au subreddit, et c'est pas le but, mais d'un autre côté, il faut reconnaître que c'est aussi intéressant pour exercer son esprit critique. C'est maintenant la fin de cet épisode particulier par sa longueur, et en fait j'avais reçu une demande de faire un format un peu plus long, et c'était une très bonne idée, et je pense que la personne qui l'a demandé se reconnaîtra, et en quelque sorte on peut dire que cet épisode t'est dédié, parce que je pense pas que j'aurais fait un épisode si long, si tôt, si on ne me l'avait pas demandé, donc merci beaucoup, et puis j'espère que tous, il vous a tenu en haleine jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'avoue que savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, ça me tient particulièrement à cœur parce que j'ai quelques incertitudes dessus, étant donné que c'est le premier épisode différent. C'est maintenant le moment de vous dire au revoir, et en tout cas je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée, et au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode.